Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Ampoule. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Daniel Huetcourt. Bonjour Daniel. Bonjour Alice. Daniel, est-ce que tu peux présenter ton parcours ? Je suis ingénieure, mais je suis arrivée sur ingénieure sur le tard, c'est-à-dire que j'ai fait ma formation par des chemins détournés, on va dire. Je me suis arrêtée au bac, j'ai été repicorée un peu de BTS en électronique et puis en automatisme. Je suis devenue ingénieure, c'était les choses normales et naturelles. Et puis, j'ai été beaucoup plus loin en me formant avec un master spécialisé. Avec ces armes que j'ai pu acquérir le long de mon parcours, j'ai pu participer à des grandes aventures de création et d'innovation dans des bureaux d'études, dans des bureaux de recherche. J'ai eu la chance de participer à la création du premier éco-vidéographe français, c'est-à-dire les images que les mamans peuvent voir de leur bébé avant même qu'il ne soit là. J'ai eu aussi la possibilité de participer à la grande aventure du scanner et de l'IRM, qui étaient quand même des monstres d'équipement et de technologie à cette époque-là. Et puis, j'ai encore eu d'autres opportunités qui ont été d'électroniser toutes les fonctions du véhicule. Alors, je n'ai pas fait ça toute seule, mais j'y ai contribué et j'en avais une certaine fierté. Depuis quelques années maintenant, j'ai ouvert mon cabinet international de conseil. Je suis consultante internationale en stratégie, innovation, performance pour les PME et les ETI, que ce soit en France, en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest notamment. Merci beaucoup Daniel. De ce parcours, qu'est-ce que tu as compris de l'innovation ? Qu'est-ce que c'est pour toi qu'innover ? Alors, je pense que je suis restée naïvement dans l'innovation telle que je l'imaginais, puisque, comme je l'ai dit, j'ai fait un BTS électronique qui était assez anachronique pour l'époque et pour mon sexe. C'est parce que lorsque j'avais 13-14 ans, on m'a gentiment offert un transistor, donc c'était les premières musiques que l'on pouvait promener un peu partout. Et à ce moment-là, c'était quand même assez exceptionnel. Et il y a eu un déclenchement et pour moi, j'ai dit, je veux faire de l'électronique. Je n'avais pas compris ce que c'était, je n'avais pas évalué l'impact que ces techniques et ces technologies pouvaient avoir dans l'avenir, mais pour moi, c'était quelque chose de fabuleux. Donc, j'ai commencé à être dans ce regard-là. Je suis tombée amoureuse en troisième des formules d'électricité. Je sais que c'est un peu particulier, mais c'est comme ça. Et de ce fait, je me suis retrouvée à faire de l'électronique, donc tout au long de ma vie, mais c'était un élément qui m'a porté évidemment dans les grandes innovations et des époques que j'ai pu traverser. Donc pour moi, l'innovation, c'est la facilité qui peut être donnée pour la vie. Ce sont les aides qui sont données pour la vie. J'ai eu la chance de travailler dans le médical avec toute l'électronique et l'asservissement que ça pouvait occasionner et ce que cela pouvait apporter aux individus, aux personnes. Mon mémoire sur l'électronique était sur un lit d'hôpital entièrement asservi pour justement des patients longue durée. Donc, je pense qu'il y a cette association entre les nouvelles technologies, tout ce qu'elles peuvent apporter dans la simplification et l'aide au mieux vivre. Je pense que je suis encore très naïve sur ce sujet. Daniel, quand on discute ensemble,
très rapidement, tu montres ton soutien aux femmes, ta volonté que les femmes soient plus présentes dans les sphères professionnelles et notamment dans l'innovation. Est-ce que pour toi, avoir été une femme a été un frein dans ton parcours d'innovation? Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai systématiquement été seule. J'ai travaillé dans des bureaux d'études de 50 personnes et dont nous devions être deux femmes. Et à ce moment-là, nous n'avions pas forcément des échelons importants. J'ai dirigé un bureau d'études, je dirigeais que des hommes. Et ça m'a valu énormément de difficultés. D'autres responsables de bureaux d'études qui ne pouvaient pas comprendre que je puisse avoir un poste similaire à eux. À chaque fois, je me retrouvais confrontée au regard des hommes et de ma position anachronique par rapport à l'organisation dans laquelle j'étais. Donc, c'est vrai que c'était peut-être un peu compliqué, mais j'ai eu la chance aussi d'être soutenue par des managers qui ont fait ce qu'il fallait pour me faciliter la vie. Donc, c'est pour ça que j'ai pu constater qu'il y avait relativement peu de femmes et même j'ai quitté l'entreprise en 2010, donc un peu plus d'une dizaine d'années. On avait encore énormément de mal à avoir des femmes à des postes de responsabilité dans des bureaux d'études, dans la recherche. Et quand elles étaient là, elles étaient plus au niveau d'expertes, mais pas au niveau de manager. Parce que dans des secteurs éminemment masculins, puisque ma dernière partie de carrière, je l'ai fait dans l'automobile, on voyait que c'était encore assez difficile de se positionner dans ce type de poste. D'où mon combat depuis que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, mon engagement, notamment auprès de l'association Femmes Ingénieurs, pour inciter les jeunes filles à s'orienter vers des métiers, des carrières scientifiques, les métiers techniques, et d'oser faire le diplôme d'ingénieur, mais aussi d'aller dans l'industrie, aller dans la recherche. Donc, c'est des avancées à tout petits pas, mais nous avons quand même pu constater ces 10-15 dernières années une petite progression. Merci Daniel. Ton cabinet est très actif en Afrique. Quels sont les projets que tu développes là-bas? Alors, j'ai différents projets, même dans des secteurs que je ne maîtrise pas vraiment, mais on se rend compte que les grandes structures, les grandes multinationales ont complètement asséché, on va dire, les modes traditionnels d'agriculture, par exemple. Ce qui fait que tout ce qui pouvait être fait avec des cultures sous canopée, c'est-à-dire différents étages de culture pour que l'agriculteur qui produit du cacao et de l'huile de palme, puisque moi suis particulièrement partie prenante en Côte d'Ivoire, avait toute la possibilité de faire d'autres cultures en dessous, mais le fait que ça soit maintenant avec des commanditaires qui sont à la recherche d'une certaine productivité, il n'y a plus ce savoir-faire. Et je me suis retrouvée à aller expliquer à des cultivateurs d'huile de palme ce qu'ils pouvaient faire en dessous leur palmier. Et c'était des choses qui se faisaient par leurs grands-parents, par leurs ancêtres, et qu'ils ont totalement perdu par rapport à l'influence qu'a pu avoir l'industrie et les multinationales. Et puis, la réutilisation des équipements, des déchets qui peuvent être produits par la végétation, notamment par le coco et la noix de coco. La noix de coco est utilisée, mais tous les sous-produits qui peuvent en être faits ne le sont pas ou ne le sont que très peu.
parce que avant on les utilisait dans les habitats traditionnels et maintenant ça ne se fait plus. Donc j'ai notamment un projet que je mène avec des étudiants, donc des étudiants ingénieurs de deux écoles d'ingénieurs différentes d'ailleurs, plus une école d'ingénieurs ivoirienne, pour l'étude et la réutilisation de ces déchets de la noix de coco pour faire de l'isolation d'habitat ou même des produits alimentaires pour animaux, par exemple. Donc, en quelque sorte, le développement durable est entré dans tes activités de consultante en performance, innovation. Oui, tout à fait, mais ils le sont déjà depuis longtemps. Cette notion de réutilisation, j'ai une devise, tes déchets sont mes matières premières. Et on voit à quel point ça peut être très efficace quand on regarde ce qui se passe. Ben, ça s'est fait au début avec les bouteilles en plastique, mais là, nous sommes un peu dépassés. Il y en a pour d'autres points, les choses se sont mises en place, mais c'est encore, c'est pas rentré dans les mœurs, c'est pas systématique, c'est-à-dire on ne regarde pas tout ce qui pourrait être valorisable de façon industrielle. On n'est pas en train de faire du social, mais comment on peut tirer un profit économique de la valorisation des déchets. Et ça, je pense qu'il y a toute une économie. Alors, évidemment, en Afrique, je vais essayer de m'y employer parce qu'ils ont énormément besoin d'aide et puis d'accompagnement. Mais on voit bien à quel point en France, on est très, très sous-dimensionné avec les industries de revalorisation. Et là, il y a toute une économie qui n'existe pas. Là, pour le moment, j'en fais le constat, mais je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et quels sont les autres enseignements que tu tires de ton implication dans le continent africain? Ce que je pouvais dire, c'est que c'est cette déperdition des valeurs, des cultures. Je suis en train d'essayer effectivement de repromouvoir des systèmes d'isolation plus traditionnels. On commence à refaire des habitats en terre crue. Chez nous, c'est ce qu'on avait l'équivalent du pisé, qui existait il y a 100, 200, 300 ans. On a encore des constructions en pisé en France qui existent, donc qui ont 200 ans, et ça ne gêne pas. C'est une belle façon de construire. Et l'Afrique a pris tout ce qui venait notamment de l'Europe, et ce sont ces modes opératoires qui sont maintenant les seuls qui ont accord vis-à-vis de la population. C'est-à-dire que si on veut se positionner, on vit à l'européenne, dans des immeubles construits à l'européenne, tout est fait à l'européenne, alors que le climat et l'environnement ne s'y prêtent pas. Ce qui fait, c'est que vous êtes obligé de mettre des climatiseurs à outrance dans toutes les pièces, parce que la construction béton de type HLM français, on voit bien que ne prend pas en compte tous les impératifs climatiques de l'environnement. Mais on n'a pas été encore capable ou suffisamment mature, je pense en Afrique, que je parle pour l'Afrique de l'Ouest, pour s'affranchir de ce genre de choses et avoir nos propres règles de construction et de mode opératoire dans différents domaines, indépendamment de l'Europe. Je suis très, très fière de voir des constructions qui sont en train de se faire, des nouvelles technologies. J'ai un projet d'ailleurs avec lequel je travaille et qui a servi aussi d'appui pour une thèse qui a été soutenue en fin d'année dernière par un doctorant de l'ENSAM de Paris, où on peut effectivement avoir ce regard d'innovation frugale et de pouvoir mettre en œuvre
des concepts qui sont tout à fait nouveaux. Et ça, c'est en train de se développer avec des jeunes innovants en Afrique. Et il faut vraiment leur donner un maximum d'ampleur. Merci beaucoup, Daniel. On arrive au terme de cet entretien. Avant d'en finir, deux choses. Est-ce que dans cette perspective de développement durable, il y a des choses que tu arrêterais de faire dans 5 ans? Alors, me concernant, c'est intéressant parce que je suis arrivée à une période de ma vie où j'ai eu le droit aux explosions de tout ce qui était possible et permis tout au long de ma vie. Et cette notion de réutilisation, moi, je l'avais toujours pour éviter effectivement de gâcher, mais je pense qu'on nous a donné des habitudes qui nous sont aussi qui sont liées au fait que nous soyons dans des pays où nous avons une certaine abondance, nous avons l'énergie, nous avons l'eau, nous pouvons en profiter sans vraiment nous en soucier. Donc ça, c'est toujours ce qui a été fait. Donc, je pense que j'aurais des difficultés à apprendre certaines habitudes qui ne seraient pas du tout dans mes modes de vie. Par contre, ce que j'ai du mal à accepter, c'est que c'est l'individu, c'est le particulier qu'on vient culpabiliser pour les problèmes d'environnement, les problèmes de réchauffement climatique, alors que ce n'est pas lui qui a la plus grande part de responsabilité dans ce qui se passe. Et ça, sincèrement, moi, ça me révolte un peu. Merci beaucoup, Daniel, pour ce message. Pour finir, quel est le conseil que tu donnerais aux jeunes générations pour que notre futur reste désirable? Alors, ce que je donnerais comme conseil aux jeunes générations, donc que ce soit des jeunes garçons, mais surtout des jeunes filles, c'est qu'il faut vraiment aller au bout de ses rêves. On n'est plus à gérer des modèles formatés. Effectivement, on va faire le même cursus dans nos formations, mais ce que l'on va rechercher maintenant, c'est les particularités. Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui vous porte dans la vie? Quelles sont vos envies? Et je pense qu'il faut vraiment sortir du lot maintenant. Il faut se positionner avec ses envies, avec ses rêves et de les mener à bout et de les réaliser. Donc, ça permettra d'avoir une variation, une disponibilité de multiples expertises. Et puis, ce que j'espère aussi, c'est une responsabilité d'oser prendre des parts ou de création d'entreprises, de partenariats. Nous avons absolument besoin de ces nouveaux tissus, de ces nouveaux modèles économiques. Notamment en France, on voit à quel point le pays est sclérosé et moi je mets beaucoup d'espoir dans cette jeune génération pour que justement elle s'approprie l'avenir du pays et qu'elle mette en place des nouveaux modes de fonctionnement dont nous avons réellement, vraiment besoin. Super, Daniel. Bon, écoute, merci beaucoup pour tout ce partage. Merci à toi, Alice. Ça a été vraiment un plaisir de pouvoir échanger et de pouvoir proposer tout cela.